Bon, c'est annoncé, je démarre. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent à Mougins aujourd'hui pour cette petite intervention sur l'historique de Marseille au travers des spiritueux. L'historique de Marseille au travers des spiritueux, c'est très intéressant parce que vous verrez que c'est une ville qui a connu un riche héritage en termes de spiritueux. Je commence par me présenter. Donc, mon nom, c'est Guillaume Ferroni. J'ai deux casquettes que j'ai longtemps menées de front. Je suis barman et je suis également liquoriste distillateur. Et alors aujourd'hui, c'est un peu particulier des personnes qui font les deux en même temps. Historiquement, c'était quelque chose de très répandu. Beaucoup de barmen faisaient eux-mêmes leurs produits. Et moi, j'ai basculé il y a 3 ans, c'est-à-dire j'ai arrêté le bar il y a 3 ans, et maintenant je fais que des spiritueux. Ma spécialité, tant dans le bar que dans les spiritueux, c'est toute la partie historique. Et comme je suis à Marseille, j'ai d'autant plus travaillé l'historique marseillais. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une conférence qui s'appelait à l'origine Marseille en 10 bouteilles. Là, je suis en 13, je peux aller jusqu'à 14. En fait, au fur et à mesure, j'enrichis la collection. Vous allez voir qu'on a eu beaucoup d'alcool à Marseille. Il y a certains que vous ne connaissez pas, certains qui sont très connus, mais les gens souvent ignorent qu'il y a un historique marseillais. Aujourd'hui, dans quasiment tous les bars du monde, il y a quelques bouteilles marseillaises, enfin marseillaises de l'époque certainement, mais en tout cas, c'était une ville qui a beaucoup compté dans le domaine des alcools, parce que c'était un port, donc le port c'est pratique pour importer, quand on travaille les épices, etc., le rhum notamment, et pour exporter. Je ferai un petit focus sur le rhum, parce que je suis producteur de rhum. Si je suis producteur de rhum, c'est parce que justement il y avait un héritage marseillais, donc j'ai voulu un peu reprendre ce flambeau-là. Et ma présentation va démarrer par ordre chronologique, alors c'est un peu des pochettes surprises. Et donc je sors les bouteilles une par une. La plus ancienne, alors ça c'est pas une bouteille qui est ancienne, elle est seulement de 1820 à peu près, 1980, non, 1880, voilà. C'est vraiment, on peut dire, la bouteille fondatrice des alcools marseillais, la liqueur des îles de la Veuve en Fou. Alors, la liqueur des îles de la Veuve en Fou, ce qui est intéressant, c'est quasiment la première marque d'alcool. C'est une marque qui va apparaître aux alentours de 1740. Marseille a eu une connexion avec la Martinique très importante, pour une raison notamment, pas que pour le port, mais c'est que Marseille a été frappée par la peste plusieurs fois. Et donc les habitants, pour survivre, quittent Marseille. Donc, ou ils vont dans les collines, ou ils vont dans les îles, parce qu'il y a un embargo qui les empêche de sortir de la région. Donc beaucoup de Marseillais vont se trouver en Martinique. On va appeler la Martinique à un moment la petite Provence, et la Veuve en Fou, donc confirme cette règle-là. C'est une jeune dame qui va quitter Marseille à la fin de son adolescence, qui va exploiter, alors il faut comprendre, il y a deux sens, des billards. Donc les billards, on joue au billard, mais les hommes pouvaient également rencontrer des jeunes filles contre rémunération. Et elle va rapidement se mettre à produire des liqueurs, et cette liqueur-là va devenir un succès européen. Donc c'est une grande fortune qui va se faire... la Veuve en Fou. Elle va ensuite retourner à Marseille pour finir sa vie. Mais premier alcool, liqueur de de la Veuve en Fou, c'est, on va dire, plus ou moins une chartreuse exotique. Donc c'est une liqueur de pisse, d'herbe, etc. Je pense que c'est une liqueur qui a inspiré Marie Brizard, parce que c'était une liqueur qui était anisée. Et l'histoire de Marie Brizard, c'est que c'est un marin qui revient des Antilles qui ramène la recette. Deuxième bouteille. Alors, qui est un peu plus connue, surtout à l'étranger, mais en France, on a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. C'est pourtant un grand succès, toujours de nos jours. Noyer-Prat. Alors Noyer-Prat, c'est plus connu des cuisiniers finalement, parce qu'en France, on s'en sert plutôt pour déglacer les Saint-Jacques, etc. Dans le bar, c'est très connu, notamment pour un cocktail qui s'appelle le Dry Martini. Ce que boit James Bond, Dry Martini, c'est pas un martini, c'est un Noyer-Prat. Donc le Noyer-Prat, c'est un vermouth, donc un produit à base de vin et d'herbe et d'alcool, de vin renforcé. Et le vermouth, historiquement, il y avait deux grandes familles. Les Italiens faisaient du vermouth doux et de couleur sombre, donc rouge ou voilà, vermouth rouge. Et les Français faisaient du blanc sec, donc du vermouth peu sucré. Et le blanc sec, justement, c'est ce qui permet de faire le dry martini, qui est le cocktail de James Bond. C'est un ingrédient qui est présent dans de très très nombreux cocktails anciens, qui en France n'est plus très connu, parce que le Noyer-Prat, le dry martini en France n'a jamais trop marché. Les seuls qui le connaissent bien en France, c'est les Martiniquais, encore une fois, parce que c'est ce qu'ils boivent le jour de l'an. C'est une tradition martiniquaise, encore pour la connexion Marseille-Martinique. Et donc Noyer-Prat, c'est en fait une rencontre de deux industriels ou deux hommes d'affaires. Monsieur Prat, qui était... Monsieur Noyer, je commence, qui était un liquoriste lyonnais. Monsieur Prat, c'était un marchand d'épices, donc c'était son fournisseur, qui est situé à Marseille, et puis Monsieur Prat a épousé la fille de Noyer, du coup ça a fait Noyer-Prat, voilà. Le grand succès marseillais, Noyer-Prat c'est une dynastie à Marseille, c'est une grande fortune historique marseillaise, ils ont un quartier entier, on a encore le siège, Noyer-Prat, rue Paradis, si vous voulez aller le voir, ils avaient une chapelle, ils avaient un cinéma, ils ont également construit le château d'Avignon, qui est le château le plus moderne de France, et qui avait l'électricité, etc.
Et je pars... Alors là, on est dans les alcools plus ou moins connus. Maintenant, je vais passer dans les alcools méconnus. Parce qu'il y en a qui connaissent, je serais très étonné. Parce que là, c'est les alcools qui n'ont pas survécu. L'eau verte de Marseille. L'eau verte de Marseille, je vais faire passer la bouteille parce qu'il en reste un petit peu. On va la sentir seulement, je ne vais pas la boire parce que j'en ai plus beaucoup. C'est un produit que j'ai hérédité. C'est-à-dire que dans mes recherches historiques, je collectionne beaucoup d'ouvrages anciens, de manuscrits. Et donc quand j'arrive à voir les recettes, parce que la plupart des recettes sont publiques, je m'amuse à rééditer. Donc je réédite des liqueurs anciennes. Si vous êtes là demain, je fais un exposé sur ce sujet-là, les alcools disparus. L'eau verte de Marseille, ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit... Tu peux m'ouvrir la bouteille ? C'est un produit qui va connaître un succès, encore une fois, phénoménal. Et encore une fois, grâce à une maladie, Marseille était frappée de la peste, mais aussi, un peu plus tard, du choléra. Et le créateur de ce produit-là décrète que l'eau verte de Marseille prévient du choléra. Donc, c'est Monsieur Croze qui va vendre. Là, on est 1800, à peu près, 1820. Hein. Je vais sentir parce que c'est un effet expectorant. Hein. C'est très très riche. C'est un peu un ovni au niveau aromatique. C'est mentholé, citronné, amer. Un grammage d'ingrédients qui est énorme. Hein. Je fais d'autres produits comme du pastis, du gin, où en général on est dans des grammages entre 20 et 60 grammes par litre au maximum. Ça c'est déjà énorme. Là on est quasiment à 400 grammes d'aromates naturels par litre, donc c'est colossal. Et c'est un produit que j'ai du mal à produire justement parce qu'il y a un ingrédient qui est très saisonnier, qui est la menthe poivrée. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bouteille pleine aujourd'hui. Vous avez une bouteille vide, parce que la menthe poivrée c'est saisonnier, c'est qu'en ce moment. Voilà. Donc je vais sentir la bouteille. Après il y a quelques produits que vous pourrez déguster. Notamment le suivant. Toujours une réédition, et toujours un alcool que vous ne devez pas connaître. Vous pouvez peut-être connaître un nom. Le ratafia, encore une fois de Marseille. Alors le ratafia, le nom est connu. Le nom est connu. Il reste aujourd'hui, il subsiste des ratafias. Mais le ratafia, ça a changé de signification. Un ratafia, historiquement, c'est une infusion de fruits dans l'alcool. Donc le guignolé, les rhums arrangés sont des ratafias. Ça, c'est le sens historique du terme. Aujourd'hui, il reste des ratafias qui sont des AOC. Ratafia de Bourgogne, ratafia de Champagne. Et ça, c'est ce qu'on appelait jadis des ratafias de raisin. C'est de l'infusion de raisin dans de l'alcool de vin. Donc aujourd'hui, on simplifie la chose. Les ratafias de Bourgogne et de Champagne, c'est du jus de raisin dans de l'alcool de vin ou du marc. Mais la plupart des ratafias, historiquement, c'est des fruits, et notamment des fruits rouges. Le plus grand producteur de ratafia de tous les temps, c'est une marque que tout le monde connaît, c'est encore 1750, c'est comme la Veuve en Fou, c'est une grande fortune française, c'est Tesser. Tesser faisait du ratafia de cerise, hein, donc c'est un grand producteur, et après il a migré vers les sirops, mais Tesser, historiquement, on appelait ça le ratafia de Grenoble. Le ratafia de Marseille, c'est quelque chose qui était inspiré du ratafia de Grenoble, c'est un peu postérieur, c'est... concurrence. C'est donc une infusion de fruits rouges, donc on a griotte, cerise, fraise, framboise. Ensuite, on va commencer à avoir une pâte locale, donc le porc. C'est un ratafia qui va être très épicé. Alors ça, on peut commencer à servir peut-être. Il reste une demi-bouteille, si on fait des... Voilà, je pense qu'on pourra... Donc ça, c'est un produit qui est... Autant l'eau verte, c'est très particulier comme arôme, autant là, c'est consensuel. On est sur des arômes qui vont faire penser à Noël, au vin chaud. Donc dans le ratafia de Marseille, il y a... les 4 fruits, un bouquet d'épices avec de la cardamome, de la vanille, de la cannelle, etc. Il y a du vin rouge, une petite dose. Et puis la recette va évoluer au fur et à mesure du temps. Au début, c'est fait à base d'alcool de vin. Et vers la fin du 19e siècle, la recette passe à base de rhum. Donc là, c'est une recette à base de rhum. Et ça illustre l'histoire de la ville. Marseille va devenir, au 19e siècle, une ville de rhum. Ça va devenir l'alcool principal de la ville. J'attends juste que vous puissiez déguster un peu de ratafia. Donc ça c'est un produit qui fait penser à Noël. Et on trouve d'ailleurs dans l'historique des traditions provençales les 13 desserts, je sais pas si vous connaissez, et dans les 13 desserts on boit toujours avec un petit verre de ratafia de Carthagène. Donc il y a de fortes chances que ce soit ratafia qu'on buvait. Et cette recette-là, j'en ai trouvé plusieurs versions. Donc quand je reproduis des alcools, je cherche les versions et j'essaie de faire un aggloméré des différentes recettes. Et la recette qui m'a finalement qui avait l'air plus fidèle, c'est une recette que j'ai trouvée en Italie. Donc c'est un ratafia di Marsiglia. Donc c'était un produit qui vraisemblablement était exporté et célèbre en Italie au 19e siècle. Au vert de Marseille. Dites-moi. Alors maintenant oui, mais c'est moi qui le vends. C'est moi qui le vends. C'est Geoffroy Gamba qui est là, qui est le distributeur. C'est parmi les produits que je présente, la plupart c'est des marques qui m'appartiennent pas évidemment,
Mais quand je fais des rééditions, effectivement, c'est pour... je les commercialise. Donc l'eau verte n'est pas encore commercialisée parce que j'en ai fait juste 15 bouteilles l'année dernière et j'arrive pas à trouver la menthe poivrée en quantité suffisante, mais ça va venir. Le ratafia, par contre, il en fait depuis 2 ans. Oui, 35 degrés. C'est un produit qui se mixe très très bien. Si vous voulez faire des cocktails, c'est excellent dans le tonic. Voilà. On va en faire ce soir d'ailleurs des ratafia toniques. Ça remplace également le vermouth dans tous les cocktails classiques qui se font vermouth, le Manhattan, le carré, etc. C'est un peu plus sucré. Et quand je réédite on va dire des alcools anciens, j'essaie de coller à la recette. À une exception près, je baisse le niveau de sucre parce que historiquement, quand on était riche, on mettait beaucoup de sucre, donc on avait des liqueurs qui étaient à 400 grammes de sucre par litre facilement. Hein, donc là, on a baissé ce niveau-là parce que sinon, ce serait presque de la confiture. On va arriver au rayon des surprises pour certains. Donc, un alcool marseillais célèbre. Et oui, c'est marseillais. Le picon. Alors, le picon, c'est une image nord de la France, ch'ti, Alsace, etc. C'est bien le cas aujourd'hui, et d'ailleurs les unités de production sont plutôt là-haut. Le picon à l'origine, alors c'est pas totalement marseillais. Le succès de Picon est marseillais. Picon était un Marseillais qui est parti en Algérie. À l'époque de la colonisation d'Algérie, il a eu un contrat avec l'armée, parce que dans le picon, il y a de la quinine. La quinine, ça soigne de la fièvre. Donc il a eu un contrat avec l'armée, les légionnaires des Zouaves qui étaient en Algérie buvaient du picon. Ce produit, avant de s'appeler picon, il s'appelle d'ailleurs l'amer africain, c'est le premier nom du picon. Et Picon, très rapidement, va implanter son siège à Marseille. Et il va, comme Neuilly-Prat, devenir, ça va être une très très grande famille industrielle marseillaise. Il y a toujours à Marseille un quartier qui s'appelle le quartier Picon. Et il y a également un siège qui est pas un quartier Picon, parce que le quartier Picon c'était le quartier industriel. Son siège c'était près de la gare Saint-Charles, c'est le boulevard national. Et le siège de Picon est classé monument historique, c'est un immeuble haussmannien aujourd'hui. Et notamment il y a le buste de Gaëtan Picon, avec ses moustaches. Et l'immeuble et tout le quartier est décoré d'orange. Tous les immeubles sont avec des moulures d'orange. Et vous avez aussi sur les immeubles Hermès et Bacchus. Hermès pour le commerce et Bacchus pour le vin. Voilà, donc Picon, gros producteur d'alcool marseillais. Je vais prendre la bouteille comme ça, je fais un petit... voilà. Je les garde dans l'ordre pour faire des belles photos. Donc Picon aujourd'hui c'est bu essentiellement dans la bière. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Alors c'est ce qu'on appelle un quinquina. Donc c'est un quinquina. Alors les quinquinas sont souvent à base de vin. C'est pas le cas du Picon, donc c'est l'agentiane, de l'orange amère et de la quinine. Et après une recette secrète qui n'est pas divulguée. Et ça me reviendra, je sais plus. Picon, c'est bon à l'orange amère. Oui. Donc boisson classique marseillaise, on en trouve encore beaucoup des traces, notamment dans le cinéma de Pagnol. Si vous connaissez le sketch des 4 tiers du cocktail, mais un des tiers c'est du picon. Ou des quarts c'est du picon. Voilà. Encore une surprise marseillaise là. Et oui, c'est marseillais. Saint James. Donc Saint James, le célèbre martiniquais, AOC, etc. Saint James, donc c'est du rhum. Historiquement, alors Saint James, naturellement, c'est bien de la canne martiniquaise, c'est faire Martinique. Historiquement, la Martinique fait du vrac. Il n'y avait pas de marque martiniquaise, donc les marques, c'était des marques locales. En métropole, c'était plutôt Le Havre, Bordeaux et Marseille. Donc Marseille, il y a un négociant en vin qui s'appelle Monsieur Lambert, Paulin Lambert, qui va déposer cette marque-là, Saint James. Il va également déposer Saint-Jacques, Saint-Gilles, etc. Mais c'est finalement c'est elle qui va garder. Et il va faire de cet alcool-là, ce rhum-là, un succès national. Donc il va s'implanter ensuite à Paris. Enfin, donc le siège va déménager de Marseille à Paris. Donc le siège de Saint James, c'était à côté du Vieux-Port de Marseille. C'est rue Neuve-Sainte-Catherine, pour ceux qui connaissent. Voilà. Il y a toujours un immeuble qui s'appelle le Saint James, qui est une résidence aujourd'hui. Et Saint James était un négociant, donc il faisait pas que ça. Il faisait de l'absinthe, il faisait du rhum de Martinique, de Jamaïque, de toutes les colonies françaises et anglaises. Et il fait de ce produit-là un succès parce que c'est lui qui va créer cette bouteille carrée, Monsieur Paulin Lambert, et donc ça va être une bouteille iconique. Et ça illustre bien le tournant de Marseille. Donc Saint James, c'est pas la première marque de rhum marseillaise. Il me manque une bouteille dans ma collection, mais qui viendra bientôt. La première marque s'appelle Manicou.
Manicou, qui étaient des frères Gérard. Donc c'est une marque contemporaine, Manicou. Et Marseille va avoir, au cours du 19e siècle, énormément de marques de rhum. Je vous en montre une deuxième, qui est très connue, qui était très connue, mais qui a disparu, justement. Olmanada. Là, on est sur une bouteille historique. Olmanada, c'est l'une des dernières marques à avoir survécu. C'est une marque qu'on en trouve notamment des bouteilles encore dans les tranchées, avec des poilus. On a trouvé des bouteilles d'Olmanada. Alors, je fais une parenthèse sur le rhum. Qu'est-ce qui va se passer à Marseille? Les marques sont métropolitaines. Donc les marques, les Antilles font du vrac. Et puis on va avoir des négociants, ceux qui importent, qui vont faire vieillir le rhum en France, en métropole je veux dire, qui vont créer leur marque en métropole et qui vont le diffuser. Donc les trois grands ports premiers, je vous en ai parlé, Marseille, Bordeaux et Le Havre. Bordeaux et Le Havre, ça va être des ports de commerce. Donc ils vont essentiellement faire de l'export, ils importent le rhum et ils le vendent sur la métropole. Marseille, il y aura un phénomène particulier, ça va pas être le premier port rhummier, ce sera même le troisième, mais les habitants de la cité vont en faire l'alcool de la ville. Donc c'est pour ça que sur Ratafia, il passera au rhum, parce qu'il n'y a pas d'autre vie de vin, etc. Et à Marseille, on va avoir finalement, en l'espace de 70 ans, une centaine de marques de rhum qui vont coexister, qui vont petit à petit prendre de plus en plus d'essor. Donc les Marseillais buvaient du rhum dans le pastis, hein, c'était l'alcool classique, et qui vont après petit à petit soit disparaître, soit quitter Marseille, comme Saint-Jean qui existe toujours, mais qui a quitté Marseille. Encore une Marseillaise, alors une Marseillaise pas longtemps, mais ceux qui ont la chance de voir des vraies bouteilles, alors j'ai eu une vraie bouteille, là c'est une bouteille un peu plus accessible, la Chartreuse, voilà, donc la Chartreuse, alors c'est pas exactement la Chartreuse en fait, hein, c'est la vraie Marseillaise, c'est la Tarragone. Donc l'histoire des pères Chartreux, l'histoire de ce produit-là, je ne sais pas si vous connaissez un peu. L'un des premiers alcools français, hein, c'est 1605, la Chartreuse, la date de création. Après la Révolution, donc c'est un alcool monastique, réel. C'est-à-dire que c'est toujours les moines qui distillent, c'est les moines qui possèdent la marque. Après il y a des laïcs qui la commercialisent, mais c'est toujours un alcool qui appartient à l'Église, notamment à la confrérie des frères Chartreux. Et les frères Chartreux vont subir, après la Révolution, il y a des sentiments anticléricaux, donc l'État va essayer de récupérer tous les biens, beaucoup de biens de l'Église. Donc ceux qui n'ont pas une donation royale, l'État récupère les biens. C'est le cas des frères Chartreux. Les frères Chartreux, ils étaient au massif de la Chartreuse, près de Grenoble, où ils étaient aujourd'hui sur un Voiron. Et les frères Chartreux donc, vont se faire déposséder de tous leurs biens, y compris de la marque Chartreuse. Donc pour continuer à produire, parce que c'est des produits qui marchaient très bien, ils vont s'expatrier et ils vont s'installer à Tarragone. Et donc à partir du début du XXe siècle, on aura la vraie Chartreuse, s'appellera la Tarragone. Donc une bouteille de Tarragone, si vous en avez aujourd'hui, gardez-la, ça vaut très très cher. Hein, c'est entre 20 000 et... 20 000 c'est les plus chers, et puis vous pouvez en trouver 600, 700 euros pour les plus récentes. Ouais, donc ils vont produire à Tarragone jusque dans les années 80 quasiment. Mais ils vont revenir en France. Quand les relations, on va dire, s'adoucissent avec l'État français, ils vont commencer à s'implanter et ils vont choisir comme ville d'implantation d'abord Marseille. Et donc la Chartreuse, ou plutôt la Tarragone, sera produite à Marseille à partir de 1921 et pendant 6 ans. Donc une bouteille de Tarragone, de Marseille, si vous en avez, là il faut vraiment la garder, parce que ça vaut très très cher, c'est très très rare. Et donc ce produit-là, il a été fait à Marseille, j'ai oublié le boulevard Pierre Puget, si vous connaissez, c'est un grand boulevard. Voilà, produit donc marseillais, pas pendant longtemps, mais qui fut marseillais. Voilà. Une marque que personne ne connaît encore. Non, c'est la seule qu'on connaisse quand on parle de Marseille. Donc Ricard. Ricard, il y a aussi un petit historique intéressant sur Ricard. Ricard, bon, pastis de Marseille. Pastis de Marseille, ce qui définit de Marseille, c'est pas qu'il est fait à Marseille. Parce qu'il y a Ricard qui fait à Marseille d'ailleurs, c'est qu'il fait 45 degrés. Ça, c'est le simple pastis de Marseille, c'est un pastis à 45 degrés. Ricard, en fait, c'est 1931, donc c'est quand même une vieille marque. Et Ricard, lui, ce qui va faire sa fortune, c'est... Il va prendre le relais d'un alcool interdit. L'alcool interdit, c'est l'absinthe. Donc l'absinthe est interdit en 1919. Les fabricants d'absinthe faisaient à l'époque des volumes énormes. Donc quand on interdit l'absinthe, il faut bien définir qu'est-ce qu'une absinthe. Et donc l'État définit qu'est-ce qu'une absinthe. Et du coup, les fabricants d'alcool vont essayer de contourner la loi. Donc entre un Ricard, un pastis et une absinthe, la frontière elle est tenue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment
pas grande différence. Là-dedans, il y a une plante en moins, historiquement, c'est l'absinthe, et une plante en plus, c'est le réglisse. Voilà. Donc, les premiers Ricard, d'ailleurs, se consommaient avec la cuillère à absinthe. C'était même pas sucré, c'était vraiment des fausses absinthes. Et donc, Ricard va trouver le génie de totalement se séparer de l'image de l'absinthe en faisant un alcool de masse qui se boit directement prêt à l'emploi, donc qui est sucré, qui a un niveau d'alcool beaucoup moins fort, et qui finalement revient très bon marché pour le débitant de boisson, parce que 2 centilitres de Ricard, ça coûte pas grand-chose, et donc il fait une grosse marge là-dessus. Et ça va devenir un succès mondial. Aujourd'hui, c'est le 3e ou le 2e groupe d'alcool mondial, mais c'est démarré par là, encore une fois à Marseille. Un concurrent de Ricard. Il y a deux noms à retenir sur cette étiquette. L'Ambassadeur. L'Ambassadeur, c'est un produit qui est un peu désuet aujourd'hui, mais on le connaît encore un peu. L'Ambassadeur, c'est encore un quinquina, donc comme le picon. C'est un produit qui est amer, qui est aussi à base de vin. Donc ça, c'est un vrai quinquina. Il contient de la quinine. Et le deuxième nom, celui qui est vraiment... Alors ça, c'est Ambassadeur, c'est créé par un médecin marseillais. Hein. Deuxième nom qui est très important, c'est en dessous, c'est Cusonnier. Cusonnier, c'est le grand concurrent historique de Ricard avec Pernod. Alors, Pernod et Ricard ont fusionné. Cusonnier s'est fait racheter par Pernod Ricard, tout simplement. Donc dans le groupe Cusonnier, il y avait Suze, il y avait Beer, il y avait toutes ces marques-là, les marques anciennes. Cusonnier avait... Alors, c'est pas une entreprise marseillaise. C'est pas une entreprise marseillaise, mais ça a été le principal site de production, et notamment Marseille était le site de production de l'absinthe Cusonnier. Donc si vous voyez les usines historiques Cusonnier de l'époque, donc c'est une marque que Ricard a rachetée, Cusonnier, qui était très, très connue, hein, et qui finalement, Ricard a éteint la marque. Donc il a éteint la marque, il a gardé toutes les petites marques en portefeuille, mais toutes les liqueurs de Cusonnier, bon, personne ne connaît. On a toujours à Marseille aujourd'hui des cavistes Cusonnier, parce que la famille s'est implantée à Marseille quand ils ont fait leur principale usine là-bas. Et il me reste 3 bouteilles. Une qui est connue, mais pas trop non plus. Alors là, bon, c'est une vodka, mais c'est pas la vodka que je voulais, c'est le cristal. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit-là qui s'appelle le cristal anis. Le cristal anis, c'est un produit qui est devenu marseillais aussi tardivement. Cristal anis, alors c'est la bouteille historique. Ils ont sorti une vodka, non, j'avais pas de bouteille de cristal aujourd'hui, non, j'ai pris la bouteille de vodka, mais c'est cette bouteille octogonale. Le cristal anis, c'est ce qu'on appelle une paloma. Une paloma, c'est un... Alors ça faut venir encore demain, je crois, je fais un exposé sur les anisés. Une paloma, c'est finalement un pastis ou un anisé espagnol. C'est la spécialité de la paloma, c'est l'Andalousie, le lieu d'Andalousie, et également l'Afrique du Nord, parce qu'il y avait beaucoup d'Espagnols qui étaient au Maroc, en Algérie. Et c'est le cas de la famille Limignana qui a produit le cristal anis. Donc la famille Limignana crée ce produit, l'anis, enfin pas la vodka, à Alger. On est au 19e siècle, donc on est à l'époque de Noilly-Prat. C'est un produit qui va être du coup le produit leader anisé en Algérie, donc c'est le produit des pieds noirs. Et puis quand l'Algérie est décolonisée, quand elle devient indépendante, tous les pieds noirs reviennent en France, en métropole, notamment beaucoup à Marseille. Et Limignana fait pareil, il rachète une distillerie à Marseille et il continue à produire ce produit-là, mais qui du coup aura son marché parce qu'il y aura les pieds noirs qui continueront à en boire. Donc aujourd'hui c'est un produit qui est toujours un peu un emblème de la communauté pieds noirs, donc d'autant plus des Marseillais parce qu'il est produit sur place. Et la paloma, pourquoi ça s'appelle une paloma? Parce que ça blanchit quand on met... C'est la colombe, hein. C'est quand on met de l'eau, contrairement au pastis qui devient jaune, là c'est que de l'anis, il n'y a pas de réglisse, donc ça devient blanc. Hein. C'est comme un ouzo, c'est connu l'ouzo. Et cette marque-là, finalement, elle a quand même quelque chose de très important, c'est que c'est encore la seule qui est en activité à Marseille intramuros. Donc c'est toujours une marque historique, 19e siècle, alors même si elle a démarré en Algérie, mais qui est toujours produite à Marseille, dans le quartier de la Blancarde. Et je vais repasser au rhum. Parce que je vais repasser au rhum en restant sur la même entreprise, Maloja. Alors Maloja, je ne sais pas si vous voyez le même petit chat que sur Olmanada. Donc ça c'est une marque 1897. Ça c'est le successeur. C'est le successeur et toujours à base de rhum de Martinique, produit par Limignana. Donc Limignana, c'est le producteur de cristal anis. C'est le même. Limignana, quand ils arrivent en métropole, à Marseille, ils rachètent une distillerie qui existe à Marseille depuis 1880 et qui faisait ce rhum-là. Et donc eux, ils vont faire un deuxième rhum, le rhum Maloja. Olmanada était un rhum qui était en fin de vie, donc ils créent une nouvelle marque.
qui va durer jusqu'aux années 70. Donc en fait, vous avez là le dernier rhum produit à Marseille, enfin, presque le dernier, je vais venir avec les dernières bouteilles, mais le dernier rhum historique produit à Marseille, avec le petit chat. Et ils vont arrêter pour une raison simple, c'est que ils faisaient du cristal anis. Et quand vous faites de l'alcool, il y a une chose que vous vous rendez compte très rapidement, c'est que l'anis, ça ne part pas. C'est un arôme qui colle à tout, aux cuves, aux tuyaux, etc. Et ils n'avaient qu'une seule embouteilleuse, donc ils emboutteillaient leur rhum dans la même embouteilleuse qui fait le cristal anis, et donc le rhum a un goût d'anis. C'est vrai, hein, je ne ferai pas goûter parce que j'ai que 2 bouteilles et elles sont très rares, mais on en a ouvert une, ça a un goût d'anis. Alors c'est pas désagréable, hein, ceux qui connaissent le cocktail, il y a des barmen là, le Sazerac, voilà, c'est un petit goût de Sazerac au rhum. Voilà. Donc c'est une curiosité. Et alors je termine par moi. Parce que je suis un fanatique de rhum. Et donc moi, il y a quelques années, j'ai commencé à faire à nouveau du rhum. Guillaume Ferroni, moi je ne vais pas chercher loin pour trouver le nom de ma marque. Rhum Ferroni. Alors j'ai voulu redonner vie, reprendre le flambeau du rhum à Marseille. Et du coup, j'ai cherché. Ça, on peut déguster par contre. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais on peut déguster. Si quelqu'un. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, parce que je travaillais sur le profil aromatique de rhum que vous pouvez boire à l'époque, comme Saint James ou le Manada. Est-ce que le rhum de Marseille au XIXe siècle et le rhum aujourd'hui de la Caraïbe, parce que c'est la même zone de production, a le même goût? Certainement, la réponse est non. C'est non, pour une raison très simple, c'est que autant le blanc, même pas, parce que le blanc c'est plutôt du rhum de mélasse, aujourd'hui c'est de l'agricole pour la Martinique, mais notamment le rhum vieilli, c'était forcément pas les mêmes fûts. Le vieillissement du rhum, donc un rhum devient brun, c'est qu'il passe en fût, hein, c'est le bois qui donne cette couleur-là. Quand on fait un vieillir en rhum, aujourd'hui, historiquement, on n'essaie pas de faire vieillir, ce qui fait le vieillissement, c'est le transport. C'est-à-dire que le fût, c'est le conteneur de l'époque, donc ça servait à transporter, c'est comme ça que par hasard, on s'est rendu compte que le fût améliorait le rhum, ou le cognac, etc., tous les produits qui sont vieillis. Et donc historiquement, on utilisait les fûts disponibles. On n'avait pas de démarche en disant je vais utiliser tel fût parce qu'il a le meilleur goût, etc. Donc aujourd'hui, les fûts disponibles, c'est quoi? Le fût disponible aujourd'hui sur le marché mondial, c'est le fût de Bourbon. Parce que le Bourbon c'est le whisky américain qui fait à base de maïs. Le Bourbon a comme obligation d'utiliser des fûts neufs. Donc ils peuvent s'en servir une seule fois. Une fois qu'ils ont fait leur Bourbon, Jack Daniels, c'est pas le Bourbon, c'est un produit similaire, même chose, fût neuf. Donc Jack Daniels, tous les Bourbons du monde peuvent utiliser leur fût une seule fois, et donc une fois qu'ils ont utilisé leur fût, il faut qu'ils s'en débarrassent. Donc on va trouver sur le marché énormément de fûts de Bourbon d'occasion, et donc c'est ce qui va approvisionner d'une part le Scotch whisky, mais surtout le rhum, c'est encore plus proche. Donc l'essentiel des rhums mondiaux sont élevés en fût de Bourbon. Alors c'est pas une règle qui est absolue, parce qu'il y en a qui s'amusent à faire vieillir dans des fûts français, mais aujourd'hui, le goût classique d'un rhum, c'est du fût de Bourbon d'occasion. Historiquement, est-ce que c'était le cas? Pas du tout. Pas du tout. Déjà, l'appellation Bourbon, elle se définit tardivement, et surtout, le fût disponible aux Antilles, c'est quoi? Au 19e siècle, c'est le fût issu du transport transatlantique. Donc c'est le fût qui vient d'Europe, qui fait la traversée. Là encore une fois, le fût c'est le container, donc il ne voyait jamais à vide. Donc quand il partait, c'était avec du rhum, en général, et quand il revenait, qu'est-ce qu'on mettait dedans? Alors parfois on mettait des anchois, des choses comme ça, mais on mettait ce que buvaient les planteurs ils buvaient quoi? Du brandy, ou du cognac, et du vin. Et pas n'importe quel vin, parce que le vin en fût, ça tourne très vite au vinaigre, des vins mutés. Donc ils buvaient du Malaga, du Xérès, du Madère, des choses comme ça. Et donc moi je me suis amusé à retravailler ce rhum-là de cette manière-là. Donc je fais un double vieillissement. Ça c'est un rhum qui est très jeune, hein, mine de rien, malgré sa couleur, qui a 18 mois de fût. 1 an de fût de cognac. Donc là je suis dans... Alors le fût de cognac, les fûts européens, c'est pas le même bois que le bois de Bourbon. Donc c'est un bois qui a un goût très différent. Le Bourbon c'est du chêne blanc, de Virginie. On appelle Quercus alba. On brûle l'intérieur, c'est un goût caramélisé, vanillé, etc. C'est très doux, hein, ça apporte beaucoup de douceur. Le fût de cognac, on est vraiment sur le goût du cognac ou de l'armagnac, sur le fût français, qui a vraiment des notes très différentes. C'est pas les mêmes chênes. Et donc le fût de cognac, un premier vieillissement. Et là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le goût du bois, évidemment en français. Hein, c'est la forêt de Troncé en général. Et deuxième chose, le fût de vin muté. Donc juste je rappelle, ou j'explique ce qu'est un vin muté. Un vin muté, c'est un vin dont on va interrompre la fermentation en mettant de l'alcool pur au moment où il fermente. Hein, donc, quand on a le jus de raisin, ça commence à fermenter, on met de l'alcool pur, de l'alcool de vin. Hein. Mettant de l'alcool pur, l'alcool c'est un désinfectant, ça tue les bactéries à certains niveaux, donc les levures notamment. Donc les levures n'ont pas eu le temps de faire tout leur travail, de transformer tout le sucre en alcool. Résultat,
il va rester un vin qui sera encore sucré, qui sera fruité. Hein. Le Porto, voilà, par exemple Porto, un Porto, c'est un vin muté, c'est du vin, mais il reste du sucre, il reste du goût de raisin, etc. Et donc moi j'ai cherché un vin muté local, c'est un petit AOC qui est près de Gigondas, qui s'appelle Rasto. Voilà. Et Rasto, historiquement, faisait du vin muté, aujourd'hui ils n'en font quasiment plus parce que personne n'en boit, c'est malheureux. Et donc je fais un deuxième vieillissement en fût de Rasto, c'est ce qui va apporter cette couleur. Donc cette couleur, c'est du Grenache, c'est un vin muté rouge, hein, donc ça colore beaucoup, ça fruite, il y a un peu de sucre résiduel. Et donc là on est dans quelque part un rhum comme on avait pu boire à Marseille en 1900. C'est comme ça que je l'ai reconstitué en tout cas. Merci beaucoup, j'ai fini mon petit illustré sur les alcools marseillais. Donc juste une dernière chose, c'est que je travaille beaucoup sur le rhum et du coup je m'amuse, dans le cadre de mes recherches sur l'historique du rhum, je suis rentré en contact avec les descendants des anciennes marques marseillaises. Et donc celle-ci, par exemple, de 1897, elle va revenir. Parce que je travaille avec eux pour la refaire ressusciter. Donc je travaille avec eux pour refaire ce rhum-là. Donc bientôt vous verrez du Old Manada à nouveau, vieilli à Marseille. Et il y en a une deuxième, Manicou, justement. Je travaille également avec Manicou. Donc Manicou va également revenir cette année. Donc on sera bientôt 3 marques de rhum marseillaises, 2 bien plus anciennes que moi. Voilà. Et moi je suis le premier à avoir, on va dire, relancer la machine. Mais on travaille ensemble. Le but c'est justement qu'on arrive à remettre quelque part un peu Marseille sur la carte du rhum, ce qui était le cas au 19e siècle. Merci beaucoup, je suis à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'adore répondre aux questions. Donc. Et ceux qui sont là demain, je fais encore un petit exposé sur un autre sujet, mais où il y a quelques points communs, c'est les alcools disparus. Je travaille beaucoup sur la réédition d'alcools disparus, totalement disparus, comme le ratafia ou l'eau verte, mais il y en avait énormément d'autres. Donc, c'est demain, et je fais également un exposé sur l'historique des anisés. On pourra également déguster. Là, on n'a dégusté que 2 produits. Demain, on pourra déguster. Je fais également un pastis à base d'herbes fraîches. Merci encore, et n'hésitez pas pour toutes les questions. Oui. Donc, je signale. Donc demain, à quelle heure c'est ? 13h. 14h. Voilà, donc demain il y a une masterclass accord rhum et chocolat où il y a mes rhums, il y a également le rhum de William, parce que William est également producteur de rhum. C'est une masterclass conduite par Geoffroy, parce qu'on est entre amis là, Geoffroy qui est sommelier, donc qui expliquera les accords entre certains chocolats qui ont été sélectionnés et certains rhums justement, et les accords sont choisis en fonction des affinités et du spiritueux et du chocolat utilisé en question. Donc demain, vous pouvez nous voir plusieurs fois quand même, au moins 3 fois.